Comment former à la transition écologique énergétique, nouveaux métiers, nouveaux gestes, nouvelles façons de travailler, nouvelles colorations, nouvelles labellisations. C'est le sujet de notre séquence avec 6 intervenants pour en débattre qui vont rejoindre la scène. Amélie Dumas de la région Centre-Val de Loire, Catherine Beauvois de France Travail, Marine Grimoldi de France Compétences, Dominique Vigneault des Acteurs de la Compétence, Corinne Lafitte de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et Karine Brunel d'Opco EP, un panel d'expertes 100% féminins. Alors, pour lancer le débat et les échanges, je vais vous proposer une vidéo en images, finalement comment la sensibilisation, comment la formation peuvent-elles appuyer les entreprises dans l'appréhension des enjeux de transition écologique énergétique. On va voir un exemple en Guadeloupe sur le champ d'Opco EP avec une entreprise qui a pu être accompagnée. Cette structure a été mise en place il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés en Guadeloupe, l'objectif était de promouvoir la santé par l'alimentation. Parce qu'on a compris que manger doit rester un plaisir sain et manger est l'élément le plus important de la vie. Mon conseiller à l'Opco EP m'a appelé un jour et m'a demandé si elle pouvait venir me voir pour me parler des différentes formations qui nous étaient proposées. Même si j'ai un certain âge, puisque l'Opco accompagne pour approfondir les connaissances, je suis partante. On milite vraiment contre le gaspillage. Les détritus, les épluchures sont gardées et sont récupérées par quelqu'un qui fait du compost. Les fours ne seront pas allumés que pour un ou deux produits. On va s'organiser pour que le four fonctionne avec le maximum de produits. Et là, on va aller encore un peu plus loin pour pouvoir optimiser au maximum ces gestes que nous avions commencé à faire de façon naturelle, mais deviennent des gestes que nous ferons de façon consciente et de façon formée. Il faut être formé pour produire, mais il faut être formé aussi pour accompagner la clientèle. Et ça fait qu'il y a un lien entre le personnel, les clients et nous-mêmes. Et on évolue comme de la famille, comme des vrais amis. Voilà, l'importance de la formation, de la sensibilisation. Karine Brunel, vous êtes responsable de service au sein de l'Opco EP, chargée de la formation professionnelle continue, de l'alternance, et puis vous êtes plus particulièrement en charge d'un certain nombre de projets en lien avec la transition écologique énergétique. On l'a un peu dit ce matin, finalement aujourd'hui on a beaucoup de formats de sensibilisation et on a d'ailleurs plus de sensibilisation que de formation à proprement parler. Quels sont les types de formats qui sont les plus utilisés aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui on est sur des formations plutôt courtes qui sont mobilisées par les entreprises, principalement dans le cadre du PDC, notamment sur des actions telles que ça a été dit déjà sur la fresque du climat. On a pas mal de formations qui apparaissent sur cette thématique-là et également sur les éco-gestes. Alors effectivement, on est vraiment sur une phase de sensibilisation, sachant que l'objectif effectivement de l'Opco, c'est d'amener ensuite les entreprises à aller plus loin sur de la formation un peu plus approfondie. On a parlé des gestes métiers, mais on y reviendra effectivement tout à l'heure. Voilà, donc... Oui, alors on voit d'ailleurs apparaître à l'écran vos collègues au niveau de l'organisation ont affiché cette diapo où on voit 3 chiffres clés, le nombre d'entreprises qui ont réalisé une action de formation, le nombre de salariés, le montant, c'est quand même pas négligeable, même si on dit que les actions de formation montent en puissance très très progressivement. Vous avez également, à côté des formats courts qu'on vient de décrire, une plateforme qui s'appelle Edflex, dans laquelle on trouve un certain nombre de ressources. Alors,
quel type de ressources les entreprises et les salariés peuvent-ils trouver et de quelle manière cette plateforme évolue-t-elle avec certaines évolutions récentes? Alors oui, effectivement, sur cette plateforme qui s'appelle donc EdFlex, qui est accessible à l'ensemble des entreprises, mais aussi des salariés, puisque effectivement l'accès est gratuit. Il y a juste à indiquer son adresse mail pour pouvoir effectivement avoir accès aux ressources. Il s'agit donc de ressources plutôt centrées autour de vidéos, de podcasts, d'articles aussi qui ont été sélectionnés sur ces thématiques de la transition écologique et énergétique. Et effectivement, on a récemment réarchitecturé un petit peu tout ça pour rendre cette partie un peu plus dynamique, avec une partie qui va concerner plus la découverte, donc découvrir ce qu'est la transition écologique et énergétique. Et à l'intérieur de cette thématique-là, on a prévu de mettre les fameux micro-learning qui ont été réalisés dans le cadre d'une expérimentation en région Occitanie, qui permet effectivement, avec une vingtaine de micro-modules de 2-3 minutes maximum, en tout cas, de pouvoir rapidement comprendre de quoi il s'agit et comment agir, en tout cas, au sein de son entreprise. Donc, on a ces différentes typologies de ressources. Ensuite, on a un niveau qui va un peu plus loin avec effectivement approfondir, où là, on va aller sur des thématiques qui vont être, par exemple, plus centrées autour de la gestion des déchets, enfin, qui sont un petit peu plus ciblées, sur lesquelles les entreprises et les salariés pourront aller chercher les ressources qui les intéressent un peu plus directement. Donc voilà à peu près comment tout ça se structure. Alors sachant qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de l'OPCO-EP, c'est d'aller plus loin que cette phase de sensibilisation qui fait partie donc des premières préconisations qui sont données par le conseiller lorsqu'il rencontre l'entreprise à l'occasion d'un réflexe transition écologique et énergétique qui ensuite peut se poursuivre par une phase d'accompagnement diagnostique qui a été évoquée ce matin et de formation ensuite. Alors je peux citer à titre d'exemple une démarche qui est intéressante, qui a été notée par la région Nouvelle-Aquitaine et validée depuis plusieurs années par la commission paritaire régionale dans le cadre d'un plan d'action régional qui embarque l'ensemble de ces thématiques allant donc de la détection du besoin, l'accompagnement et puis effectivement le volet formation. Oui, la sensibilisation, c'est une première marche. Et on va le voir avec vous, Corinne Lafitte. Vous êtes directrice générale de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Oui, bonjour. Cap Métiers, c'est 78 personnes. Votre siège est à Pessac et vous avez plusieurs sites, Limoges, Poitiers et La Rochelle. Et vous avez décidé, puisque vous êtes un Carrefouref un peu particulier, avec une dimension orientation très forte, orientation et information des publics et de tout public, vous avez décidé de mettre en place une démarche itinérante que vous appelez Mission Transition Révolution des métiers, une approche positive. Expliquez-nous. Oui, alors l'itinérance, ça s'appelle le Cap Métier Tour. Voilà, c'est des semaines de l'orientation où on va aller se poser sur le territoire pour créer de l'animation sur un temps assez long. Et pour créer cette animation, on scénarise des parcours de découverte des métiers. Et sur la question de la transition, il y avait des demandes qui émanaient des professeurs principaux qui sont en charge de l'orientation, mais aussi des conseillers en évolution professionnelle. Et on a pris, sur la base de nos études en tant qu'observateur régional de l'emploi-formation et dans nos missions de CARIF, on a bien regardé les formations, comment ça a évolué, l'impact. On s'est dit, on va continuer à parler des domaines qui impactent notre région. Donc on est parti sur les 6 domaines: bâtir, fabriquer, nourrir, transporter, produire de l'énergie et valoriser. Et à partir de ces 6 domaines, on a scénarisé une mise en situation pour qu'on parle de transition écologique, mais aussi qu'on parle des métiers qui continuent à s'exercer et qui, oui, sont impactés. Mais on n'a pas que des métiers verts en Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut qu'on continue et l'approche à former. positive, vous l'abordez de quelle manière? Quelles sont les modalités pédagogiques de cette démarche-là? Alors là, on n'est pas sur une démarche prescriptive d'orientation. On est bien sur de la culture générale métier. On est sur de la coopération, du jeu, de l'escape game, enfin des modalités pédagogiques qui permettent aux jeunes de repartir avec un élargissement de leurs connaissances sur les métiers et de se rendre compte que quand ils parlent transition écologique, il y a peut-être des métiers sur lesquels ils ne voient pas l'impact, où ils ne voient pas la transformation, ils ne voient pas l'émergence de compétences vertes. Oui, et finalement, le public, c'est à la fois les jeunes, les moins jeunes, mais c'est aussi tous les acteurs de l'écosystème et les intermédiaires qu'on décrivait ce matin. C'est important, on commence toujours une semaine de l'orientation le lundi par accueillir les professionnels de la zone. Ce sont des médiateurs. Donc nous, sur une semaine, on va toucher entre 500 et 1000 bénéficiaires.
Mais le lundi, on aborde toujours cette semaine de l'orientation par l'écosystème des professionnels. D'abord pour créer de la connaissance mutuelle, hein, parce que parfois ils n'ont pas de lieu où ils vont venir parler métier ensemble. Et puis parce que ça fait partie de nos missions de CARIF, la professionnalisation. Et là, on rencontre bien cette dimension agence de l'orientation et professionnalisation sur une même dynamique. Merci, donc on le voit, la sensibilisation, elle est importante pour beaucoup de publics. C'est un premier stade. Pour dépasser ce stade-là, il y a plusieurs sujets qu'on va évoquer au cours de cette table ronde. Mais il y a notamment comment faire évoluer l'offre de certification, comment faire évoluer les parcours de formation, qu'ils soient certifiants ou pas certifiants. Et on va avec vous, Marine Grimoldi, vous êtes chef du service instruction à la direction de la certification professionnelle à France Compétences. On va faire un premier focus avec vous sur la liste des métiers émergents et en particulière évolution que depuis 2019, France Compétences publie et qui peut être un aiguillon, notamment sur les sujets de transition écologique énergétique. Expliquez-nous en quoi ça peut être un aiguillon. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Ok, super. Bonjour à tous. Collez bien par contre le micro. Bien. Voilà, parfait, merci. Chaque année, France Compétences publie un appel à contribution sur les métiers émergents ou en particulière évolution. Et c'est un appel à contribution qui se veut en lien, qui est aligné avec le plan France 2030 qui a été évoqué ce matin par Madame Bécuve. Et c'est un appel à contribution qui est ouvert notamment aux branches professionnelles, à leurs observatoires, à des observatoires régionaux et aux lauréats de projets AMI-CMA, donc appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Et donc cet appel à contribution a vocation à dresser une liste de métiers en particulière évolution et en émergence, donc qui est analysé par un comité scientifique et qui est décidé par une commission de la certification professionnelle composée de ministères et de partenaires sociaux. Donc c'est quoi un métier en particulière évolution ou en émergence ? Ce sont des métiers... alors, c'est pas encore en évolution. Ce sont des métiers qui bougent beaucoup. Donc soit ils n'existaient pas du tout et on les voit apparaître. Alors ça n'a pas forcément de lien direct avec la transition écologique, mais il y en a un là qui me vient, qui est apparu de manière assez soudaine. C'est tout ce qui est en lien avec le e-sport, donc l'animateur e-sport par exemple. Et en ce qui concerne plus particulièrement la transition écologique, donc je prends mon ordinateur parce que je ne les connais pas par cœur, il y en a quand même beaucoup, hein, puisque depuis 2019, il y a eu plus de 60 métiers qui ont été sur cette liste. Donc il y en a qui sont en lien avec le bâtiment, par exemple diagnostiqueur produits, matériaux, déchets issus du bâtiment. Il y en a qui sont en lien avec l'économie circulaire, par exemple technicien valoriste du réemploi, ou l'alimentation saine et durable, par exemple l'éco-agriculteur, ou le numérique, le responsable Green IT, par exemple, ou encore des métiers qui sont en lien avec la maintenance ou le démontage de batteries électriques. Pour tous Donc les ça, véhicules finalement, électriques. les branches vous proposent des métiers, vous étudiez, vous validez certains métiers, vous publiez une liste. Là, 2024, c'était 29 métiers. Sur ce guide, il y a un petit descriptif par métier, une fiche métier. Bon, bah là, voilà, c'est l'identification d'un métier. Après, quels peuvent être les impacts de cette inscription sur la liste, sachant que les acteurs, les certificateurs notamment, peuvent s'en saisir ou pas? Absolument. Ce n'est pas uniquement pour la beauté de l'exercice, c'est pour faire en sorte que tout organisme certificateur ou organisme qui voudrait le devenir puisse proposer un projet de certification en lien avec ce métier. Et derrière, il y a une procédure dite dérogatoire d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Donc c'est un enregistrement qui se veut plus rapide, avec une durée écourtée, mais en tout cas qui se veut accélérer en fait l'offre de certification. Et donc l'offre de certification en lien avec ces métiers émergents en particulière évolution. Et là, par exemple, en termes d'effets très concrets, pour les 62 métiers, il y a eu... Donc 62 métiers, c'est les métiers émergents depuis le début, depuis 2019. C'est les métiers émergents, oui, exactement. Et donc, depuis le début, il y a eu à peu près 190 nouvelles certifications professionnelles en lien avec ces métiers. Et là, c'est pareil, ça va vraiment traverser énormément de thématiques, hein, collecteur de biodéchets, technicien démonteur, chef de projet en rénovation énergétique. On n'en a pas parlé mais il y a eu beaucoup de
de projets de certification et qui sont maintenant des certifications professionnelles en vie aux répertoires nationaux. C'est ça, donc on peut dire que c'est déjà un premier levier qui certes est plutôt sur le moyen terme parce que bon, il faut déposer une certification, etc. Mais c'est une réponse plutôt circonscrite à un certain nombre de petits nouveaux métiers, mais une réponse qui peut produire parfois plusieurs certifications. Un métier pouvant donner lieu, ça n'est pas rare, à plusieurs nouvelles certifications. Oui, tout à fait. C'est vraiment le but, c'est-à-dire que si le contributeur, lui, est vraiment... voilà, ça va être... ça n'est pas ouvert à tout l'écosystème, hein, c'est vraiment les branches professionnelles. Pendant plusieurs années, ça a été ouvert uniquement aux branches professionnelles. D'ailleurs, on a travaillé avec les services de l'OPCO-EP sur un certain nombre de projets et donc de métiers qui figurent ou qui ont figuré sur cette liste. Et donc, en effet, pour certains d'entre eux, ça va venir produire plusieurs fiches qui sont actives pendant 3 ans. Merci Catherine Beauvois. Parallèlement, à France Travail, vous menez des travaux dans le cadre de l'actualisation des fiches ROM et des compléments de fiches ROM. Elles sont en train d'augmenter petit à petit. Un travail de tagage des métiers en lien avec la transition écologique. Vous avez catégorisé. Alors, de quelle manière avez-vous fait cet exercice-là ? Bonjour à tous. Alors, je vais évidemment répondre à votre question, mais je vais me permettre de prendre un tout petit peu de hauteur pour donner un peu le contexte. Et puis aussi peut-être pour faire le lien avec ce que je crois avoir compris des thématiques de la matinée, vous avez manifestement beaucoup échangé sur le fait que c'était extrêmement important évidemment d'accompagner le développement des compétences des métiers en lien avec la transition écologique, mais qu'il y a un vrai enjeu à être capable de décrire la réalité des compétences qui évoluent en lien avec les besoins de la transition écologique. Et je pense que sur ce terrain-là, on sera d'accord pour se dire qu'il faut être très humble, qu'on est vraiment en ce moment même en train de se donner les moyens d'observer, de qualifier, de comprendre les typologies de compétences que ça induit et du coup d'essayer de le décrire. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on s'est efforcé dans le cadre de la transformation du ROM en ROM 4.0 qu'on a engagé depuis 3-4 ans et auquel l'OPCO-EP participe activement, je remercie infiniment. On s'est engagé effectivement non seulement à démultiplier les fiches métiers du ROM parce qu'on était conscient que le ROM historique qui avait 532 fiches ne permettait absolument pas de décrire de façon satisfaisante la diversité des métiers du marché du travail. Et dans ce contexte-là, on est évidemment confronté, mais bien heureusement, parce qu'on est enfin heureux de pouvoir les décrire, à l'ensemble des métiers émergents du marché du travail, à l'intérieur desquels, évidemment, il y a un certain nombre de métiers verts ou de métiers stratégiques pour la transition écologique. Donc effectivement, pour distinguer, pour catégoriser les différents emplois du marché du travail, on a dans le ROM 4 grandes catégories. Les métiers verts, qui sont vraiment les métiers qui sont verts, j'allais dire, par destination, parce que leur objet direct a un lien direct avec le fait soit de réduire la consommation énergétique, les déchets, recycler, etc. Enfin, vraiment, l'objet du métier est vert, donc il n'y a pas de sujet et il est tagué vert. Mais ce qui était plus fin et en même temps un vrai enjeu stratégique pour nous, un peu plus compliqué à manier, c'est d'être aussi capable de qualifier les emplois stratégiques pour la planification écologique. Ça, c'est des métiers qu'on va appeler blancs ou neutres au sens de la transition écologique, parce que, je vous donne tout de suite un exemple pour l'incarner, le soudeur, par exemple, c'est un métier qui a certainement un enjeu de verdissement de ses compétences, mais il n'en demeure pas moins qu'en fonction de ce qui soude, le soudeur, il va participer activement à la transition écologique, s'il participe à la création d'éoliennes. C'est moins net s'il est en train de faire des cuves de pétrole, vous voyez, par exemple. Donc c'est vraiment le contexte de travail qui va faire que le soudeur participe, est un emploi stratégique pour la planification écologique ou pas. Et là, pour nous, ça c'est une niche d'emploi qui est absolument essentielle à être capable de qualifier, parce qu'on va essayer, maintenant qu'on les a à peu près identifiés, d'aller plus loin au moment du dépôt d'offres pour vraiment regarder le contexte d'usage et pouvoir taguer, pour le coup indiquer, valoriser l'emploi comme contribuant
à la mise en œuvre de la planification écologique. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est les deux principaux... Donc blanc, vert, stratégique. Blanc, vert, stratégique. Et puis, il y a une dernière catégorie qu'on ne met pas en visibilité du grand public, mais qu'on a dans notre back-office, qui sont les emplois bruns. On ne le met pas en visibilité du grand public pour des raisons évidentes, parce qu'on ne veut pas faire peur à qui que ce soit. En revanche, c'est important pour nous de savoir qu'il y a un certain nombre d'emplois bruns sur le marché du travail, parce que c'est des emplois dont on suppute que d'ici quelques années, ils vont être en décroissance et qu'il y aura besoin d'anticiper un certain nombre de reconversions. Donc c'est aussi important d'être capable d'aller rechercher les emplois bruns du marché du travail. Petite question courte, réponse courte. Comment rapprocher le travail qui est fait aujourd'hui sur les certifications avec le travail que vous menez dans le cadre de l'actualisation des fiches ROM? Comment rapprocher les études qui sont faites dans le cadre des EDEC avec le travail qui est mené sur les fiches ROM? Parce que très souvent, on a des acteurs qui utilisent des nomenclatures différentes et on a du mal à s'y retrouver. Alors, il y a plein de façons différentes et je vais essayer d'être courte. Alors, sur les EDEC, c'est déjà acquis grâce à la DGEFP. Normalement, depuis une bonne année, il n'y a plus un cahier des charges d'EDEC qui part sans faire mention, proposer aux partenaires sociaux le fait que s'il y a production de fiches emploi, on anticipe le format ROM 4.0. On est là évidemment en back-office pour accompagner les prestataires qui sont sélectionnés pour expliquer ce que c'est que le format 4.0. Et en tout cas, tous les livrables autour de la description des emplois qui sont financés dans le cadre d'un EDEC ont vocation à pouvoir ensuite alimenter le ROM. Je vais juste faire un tout petit lien avec l'intervention précédente. On se nourrit aussi évidemment des listes des métiers émergents de France Compétences, et tous les métiers qui ont été cités tout à l'heure ont leurs fiches désormais dans le ROM. Marine Grimoldi, à côté de la liste des métiers émergents et en particulier Révolution, il y a l'enregistrement toutes les 4, 5, 6 semaines, ça dépend, mais plusieurs fois par an, de nouvelles certifications au répertoire national et au répertoire spécifique. Alors, lors de notre échange, on s'est interrogé sur qualitativement, est-ce qu'on peut mesurer dans ces nouvelles certifications qui sont enregistrées au répertoire l'impact de la transition écologique? Analyse pas simple du tout. Non, effectivement, c'est pas simple. Bon, déjà, pour la raison qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nomenclatures, voilà, et de finalités à ces différentes nomenclatures. Et puis, comme vous le précisez, il s'agit de l'enregistrement classique, donc une fois par mois, de certification professionnelle. Et donc, en fait, là, c'est bien le travail de l'organisme certificateur, donc par exemple des branches professionnelles en tant qu'organisme certificateur, porteur d'une politique de certification professionnelle, que d'être dans la vision un peu prospective. Une certification professionnelle peut être enregistrée jusqu'à 5 ans. Donc on doit avoir cette vision, le terme prospectif est un peu lourd, mais en tout cas voir à 5 ans quelles peuvent être les compétences professionnelles qui seront publiées sur un répertoire national à destination du grand public pour des personnes en reconversion, pour des actifs ou pour des jeunes en formation initiale. Et pour les parents d'élèves qui sont dans la décision de ces parcours-là. Donc c'est bien de la responsabilité de ces organismes certificateurs que de faire cet exercice. Et donc ça rejoint aussi un petit peu le sujet, je prends donc l'exemple des branches professionnelles comme certificateurs. On travaille là aussi avec les services d'Olopco EP, de leur équipe qui va offrir ce service d'accompagnement auprès des branches professionnelles donc, sur des projets de certification professionnelle. Et donc, j'ai rapidement fait un petit exercice, donc non pas par nomenclature, mais par mots-clés. Et donc, effectivement, comme vous venez de nous le dire, il y a un certain nombre de métiers qui, par destination, sont verts. Donc, il y en a un certain nombre. Hein. Il suffit de taper... je retire le « il suffit » parce que c'est pas si simple que ça, mais... si on va sur la page de France Compétences, il y a en haut vraiment une barre de recherche. Donc quand on met RSE, réemploi, recyclage ou bilan carbone, on a un certain nombre de certifications professionnelles qui ressortent. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est à la fois des métiers, mais aussi des compétences professionnelles complémentaires. C'est-à-dire que pour tous les professionnels qui sont déjà en poste, il peut y avoir une certification professionnelle, des compétences en plus
pour avoir une autre corde à leur arc visant donc la transition écologique. C'est ça, parce que finalement, le moteur de recherche recherche à la fois dans l'intitulé de la certification, la fiche RNCP, mais aussi dans les intitulés des blocs de compétences ou le contenu du référentiel. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le « il suffit » tout à l'heure, parce qu'on va avoir l'impression d'avoir beaucoup de certifications professionnelles, alors qu'on va se dire mais pourquoi dans ce métier-là, a priori, je vois pas trop, mais ça veut dire que le mot est indiqué dans le contenu soit du référentiel d'activité ou référentiel de compétences. Donc quand on met par exemple un exemple qu'on avait évoqué ensemble, achat durable, effectivement, c'est des choses qui peuvent ressortir pas a priori de manière complètement flagrante dans l'intitulé métier, mais qui par contre va infuser dans certaines des compétences, dans toute ou partie des compétences. Donc c'est un petit peu ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire des métiers qui sont verts par destination, mais aussi tous les métiers qui infusent et qui, dans leurs compétences, ont des compétences nécessaires sur la transition pour permettre la transition écologique et énergétique. Karine Brunel, il y a certaines branches sur le périmètre de l'OPCO-EP qui commencent à réfléchir à une évolution de leur certification. Vous avez un exemple à nous donner ? Oui, effectivement, dans le cadre des travaux qui ont été menés avec le service observation, il y a la branche de l'assainissement qui a identifié au moment du dépôt, je crois auprès de France Compétences, qu'il y avait un module ou un bloc de compétences qui pouvait effectivement être ajouté pour pouvoir effectivement avoir ce verdissement, en tout cas de la certification. Donc, c'était quoi comme type de certification ? Un diplôme, une certification de branche du coup, hein. C'est une certification de branche, donc là effectivement c'est aussi à la main des branches, qui a été dit ce matin sur le fait que les branches doivent être au cœur aussi de ces évolutions pour que les choses se fassent et puissent avancer. Ça a été dit à plusieurs reprises et voilà, je pense qu'effectivement, malheureusement, dans les quelques études diagnostic approfondies qu'on a pu faire jusqu'à présent, je crois qu'il y en a 4 qui sont encore en cours de validation, on n'a malheureusement pas beaucoup de formations, enfin en tout cas d'orientation qui vont dans ce sens, à part la branche de l'assainissement. Mais il en reste encore à venir, donc on espère que sur les autres sujets, voilà. Corinne Lafitte, les CARIF-OREF ont pour mission, on l'a vu ce matin avec Ludovic Bertrand, d'identifier les certifications, les formations qui sont en lien avec la transition écologique, en passant par les formacodes. Expliquez-nous quel est ce travail et quelle visibilité peut-on en avoir ? Oui, alors le formacode, c'est donc un répertoire structuré de données, hein, c'est ce qu'on appelle notre thésaurus, et qui nous permet de documenter pour faciliter les recherches dans les moteurs de recherche après de l'offre de formation. Donc on va avoir des formations qualifiantes et des formations certifiantes et diplômantes. Donc là on va retrouver un petit peu un lien avec ce que racontait l'interlocutrice de France Compétences. Mais on a identifié dans notre thésaurus 236 formacodes, donc mots-clés, qui permettent de qualifier des formations en lien avec la transition écologique et énergétique. On se base bien sûr sur des documentations nationales, donc on a les mêmes 6 sous-domaines, je ne les retraduis pas, mais que tu as évoqué, Catherine. Et donc on va avoir des formations. Alors, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, on prend manager de l'habitat social et durable, c'est un niveau 7, c'est un master. Et donc là, on voit bien directement qu'on va être dans un métier vert avec des compétences attendues sur ce fameux domaine 4 qui est l'aménagement du territoire et du cadre de vie. On va avoir dans nos catalogues de formation des formations qu'on va qualifier de verdissantes. Alors, par exemple sur l'immobilier aussi, et avec une certification qui est adossée, qui est manager de projets et d'actifs immobiliers. Alors dans le titre, ça ne transparaît pas, mais on voit bien que dans le contenu de la formation, parce que nous, quand on fait un travail documentaire, on descend dans le contenu de la formation, on va avoir une connaissance acquise de normes environnementales. Donc on va dire, bien sûr, on a un lien. Et puis, si je vais encore plus loin, donc on a des métiers à enjeu, mais pas directement verts ou verdissants, qui sont à enjeu pour la transition écologique. Je pense par exemple à la licence pro qui est dispensée d'ailleurs à l'Université de La Rochelle. Mention métier de l'immobilier, je suis restée dans le domaine immobilier pour les 3, où on voit il y a une compétence qui est gérer un patrimoine immobilier sur le plan technique au travers d'une approche de développement durable. Donc, c'est cette approche documentaire, on va aller finement dans les programmes de formation pour essayer de ressortir dans les moteurs de recherche, quand on parle de formation, qu'est-ce qu'il y a en lien avec la transition écologique. Ce qui peut permettre aussi à des organismes de formation qui se posent la question, alors, pas pour l'enseignement supérieur, mais pour certaines certifications, pourquoi pas d'essayer de les implanter sur un territoire,
d'avoir une connaissance assez fine aussi des enjeux et de comment les mettre en œuvre. Avec une brique supplémentaire, c'est Oui. la possibilité de régionaliser les certifications, puisqu'il y a une marge pour le certificateur. Oui. Est-ce que vous avez des exemples, alors, soit sur votre Cariforef, Cap Métier, soit sur d'autres régions, Alors, oui, sur le de territoire. régionalisation? Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, on n'en a pas encore enregistré, mais j'ai pris quelques exemples qui peuvent vous parler. Par exemple, en Occitanie, il y a un bac professionnel métier de l'accueil et il y a une régionalisation qui est orientée tourisme durable. Donc là, on voit bien que c'est une coloration qui a été donnée à la déclinaison du bac professionnel. En Bretagne, un CQP Crépier, où la coloration, c'est la réduction du gaspillage alimentaire, le bien manger pour tous. Voilà, donc tout ça, c'est documenté assez finement, territoire par territoire, puisque les organismes de formation vont vraiment, bien sûr, respecter le référentiel de certification, mais aussi amener des compétences et des contenus de formation complémentaires. J'en ai un autre en Bourgogne-Franche-Comté, un bac professionnel commercialisation et services en restauration, qui est qualifié développement durable, avec une forte connotation. Et donc ça, c'est des certifications régionales, voire territoriales, qu'on peut visualiser à travers la cartographie des formations que propose chaque Cariforef? Oui, on va pouvoir l'avoir en déclinaison par rapport au catalogue de formation va mettre en ligne le Cariforef, ou parce que le travail des Cariforef est agrégé tous les soirs et distribué au niveau national. Donc France Travail utilise le catalogue Offre Info, mais plusieurs OPCO l'utilisent aussi. L'OPCO EP est destinataire de Offre Info, ce catalogue interrégional dans lequel ils vont pouvoir consommer les informations sur les formations dispensées territoire par territoire, puisqu'on a bien une dimension territoriale importante sur les certifications. Et forcément, ça intéresse beaucoup les financeurs régionaux. Conseil régional, Amélie Dumas, vous travaillez au Conseil régional du Centre Val-de-Loire, et vous utilisez, c'est pas toujours le cas, mais vous utilisez beaucoup les différents outils, notamment Octopilote dont on a parlé ce matin, et les outils en fait qui vous permettent de déterminer les besoins. De quelle manière les utilisez-vous? Oui, alors on utilise effectivement beaucoup d'outils et les outils des Cariforef, mais pas que. Et puis alors il y a plein de nouveautés dans le paysage, donc voilà, on va aujourd'hui parler d'Octopilote. Mais de manière générale, déjà dire qu'en 5 ans, la disponibilité des outils dont nous bénéficions, nous, décideurs, sur notre champ, et alors moi, de mon côté, plus particulièrement pour l'achat de formation pour les demandeurs d'emploi, c'est formidablement amélioré, ce qui facilite grandement les discussions. Donc c'est là où effectivement les outils sont Octopilote en particulier est un outil qui est très complet, qui permet d'avoir une vision globale. Alors ce matin, Ludovic Bertrand a bien décrit l'ensemble des indicateurs qui y sont présents, mais alors il est assez facile d'utilisation. Alors, quand on se pose une question assez précise sur un métier, on va pouvoir interroger l'outil pour avoir une chaîne, un faisceau d'indicateurs assez complet relativement au sujet de l'orientation de la formation et de l'emploi. Donc on a l'ensemble des données existantes sur notre région, qui nous permettent derrière de se faire un premier avis quantitatif et de pouvoir derrière le compléter par des éléments de veille plus ou moins stratégiques, des éléments de discussion avec les partenaires de l'économie, de l'emploi et de la formation in situ. Donc c'est une première base d'information. Et on pourrait expliquer un peu la manière dont on s'en sert très concrètement. On achète nos conseils régionaux, donc un programme régional pluriannuel de formation pour les demandeurs d'emploi. Donc on va le réinterroger régulièrement. Et on va faire un travail assez fin. De la même façon, on va aller vérifier les résultats pour telle et telle formation qu'on a dispensée les précédentes années. Donc résultat, les taux d'insertion va nous permettre etc. de vérifier. Oui. Voilà, et ça va jusqu'à l'insertion des publics, effectivement. Donc on a d'autres outils qui sont en train de prendre le relais et qui vont permettre, je pense à l'Observatoire 4.0, qui est en train d'arriver. On l'utilise déjà du bout des doigts. Donc ça va venir compléter le paysage, et nous avons d'autres outils maison, fabriqués, utilisés par notre Cariforef régional. Mais voilà, personnellement, celui-ci, pour le moment, il fonctionne, il est complet, presque complet.
Une question sur les formats codes. Vous les utilisez, ces tagages? Est-ce que la maille est pertinente ou elle est trop grosse? Ça, c'est effectivement... Alors, un avis personnel, pour moi, elle est nécessaire mais non suffisante. Voilà, quand on va aller regarder le résultat de la mise en œuvre d'un achat, on peut aller regarder voilà, ce que donnent les formations du format code, développement personnel, mais c'est pas ça que nous on recherche du tout. Nous, on a besoin effectivement d'informations sur l'insertion des publics sur telle certification, exactement tel certif. Voilà, le bac pro voilà, de l'éducation nationale sur la cuisine ou le titre pro cuisine. Et ça, c'est important pour nous vraiment d'aller plus finement qu'au format code. Même si le format code peut avoir ses utilités, bien sûr, hein, on l'utilise par ailleurs dans des visions générales, mais on a besoin d'aller plus finement. Mais en revanche, le tagage des formats codes en lien avec la transition écologique vous donne des indications sur la construction de votre programme régional de formation et de fléchage que vous aimeriez faire? Oui, voilà, c'est ça. On va mettre ça au conditionnel et au futur, c'est-à-dire que le tagage, il est tout nouveau. Il arrive à nous via notre Cariforef de manière très récente. Et là encore, on est dans un outillage de techniciens. C'est jamais si simple de servir de ces outils-là. Et puis nos bases ne sont pas forcément tout à fait adaptées. On a dit qu'il y avait beaucoup de nomenclature à essayer de mettre en lien. Donc nous, on va s'en servir de 3 manières. C'est très important de taguer nos formations. Alors, on prend notre programme pluriannuel de formation. Là, on vient de le finaliser, nous. Il démarre depuis janvier dernier. On va les regarder pour pouvoir communiquer. Pour nous, l'enjeu, c'est communiquer, informer. Il y a 50%, 60%, 80%. Donc le tagage n'est pas terminé, donc je ne vous annoncerai pas le pourcentage de formations qui sont déjà vertes, verdissantes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va nous permettre de voir les creux. Donc ça, c'est un travail qu'on fera, qu'on a prévu dans la méthodologie, d'aller regarder, effectivement, cette formation-là, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. On peut faire ce travail-là d'analyse. Et puis, troisièmement, de croiser avec notre liste des métiers en tension. Donc là, on l'a reçue, elle a été revisitée, et donc, on va croiser avec ça pour avoir des arguments encore plus forts, pour dire, écoutez, là, on a des métiers pour lesquels... on a un tagage vert, on a le métier qui est en tension et pourquoi pas, on n'a pas de formation. C'est ça. Donc là, dans le cadre de la discussion qu'on a en interne et avec nos partenaires, ça donnera un petit peu plus de force. Encore une fois, on crée des faisceaux d'indices qu'on confronte à la discussion sur le terrain avec les partenaires. Dominique Vigneault, vous êtes présidente de la commission RSE des acteurs de la compétence. Peut-être, première question un peu globale, comment voyez-vous l'évolution du marché de la formation sur ces enjeux de transition écologique? Puisqu'on a beaucoup dit quand même depuis ce matin que la réponse de l'offre de formation était timide. Ah oui, ce matin j'en ai pris plein dans ma besace. Effectivement, pas visible, inexistante et autres. Très honnêtement, je ne le sais pas. Je crois qu'il y a d'abord toute une formation que je dirais un peu cachée, mais elle n'est pas cachée parce qu'il s'agit de marchés auxquels des entreprises de formation ont pu répondre à la demande de grandes entreprises. Donc, ce n'est pas une formation sur catalogue, elle n'est pas visible. On est sur une formation plutôt confidentielle. Voir l'évolution, moi j'aimerais d'abord voir, si vous me le permettez, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut structurer cette offre, effectivement. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je laisserai derrière moi la sensibilisation parce que d'un point de vue purement personnel, j'estime qu'il ne s'agit pas de formation, même si de nombreux OF parmi nous, parmi les acteurs de la compétence, intègrent par exemple la fresque du climat, effectivement, mais on est sur la première marche et on se doit d'aller plus loin, effectivement. Derrière toutes ces questions, plus que l'offre, c'est comment est-ce qu'on accompagne la transformation des métiers? Parce que j'ai bien peur que malgré tout, il n'y ait pas beaucoup de métiers qui ne soient pas impactés par un verdissement soit central, soit à la périphérie de ce métier. La deuxième question, elle concerne aussi l'entreprise, c'est ou la filière. Comment je fais levier et comment je crée un effet d'entraînement? Et c'est les questions auxquelles on doit être... Finalement, je réponds très directement à votre question. C'est ces questions-là auxquelles on doit répondre, effectivement. Et alors, je vais être un peu brouillonne, pardonnez-moi, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu ce matin, en fait, j'ai tout réécrit, donc je ne sais plus dans quel sens je vais le sortir. Donc, je regarderai mes notes, et en plus, je n'ai pas mes bonnes lunettes, effectivement. Mais ça interroge une autre chose, c'est dire que j'ai beaucoup entendu ce matin, et qui est une perception qu'on a des entreprises de formation, c'est qu'on est sur un marché de la demande.
Pourquoi est-ce qu'on nous qualifie comme ça? Parce qu'on répond à des donneurs d'ordre, principalement donneurs d'ordre publics ou très grandes entreprises. Et on doit aussi nous s'interroger. On n'est pas tous d'accord sur ce positionnement en interne, mais on doit aussi passer, nous, sur un marché de l'offre. C'est-à-dire qu'on a des compétences, des savoir-faire, il va falloir qu'on les diffuse auprès d'autres. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Je vous interromps 2 secondes. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence à faire entre des grandes entreprises pour lesquelles il y a des formations qui existent sur de nouveaux métiers, plutôt sur des niveaux de qualification assez élevés, et des TPE pour lesquelles souvent une même personne peut remplir plusieurs missions et du coup il prend dans son métier des missions ou des dimensions un peu nouvelles et là c'est plus compliqué à formaliser. C'était totalement le premier point que j'allais dire. Non, c'est vrai qu'il faut distinguer effectivement ce qui est grande entreprise. Je dirais plutôt l'entreprise structurée, qui a une capacité managériale avec la TPE, voire la PME, qui a des moindres capacités managériales. Donc il faut adapter effectivement la formation déjà aux personnes. Ça dépend de la typologie des personnes qu'on va former. Former des gens qui font les achats et les RH, c'est assez simple. On a déjà des référentiels d'achat durable qui peuvent exister effectivement. Les opérateurs, c'est une chose. Le middle management, c'est une autre chose. C'est celui qui va emmener son équipe, effectivement. Le dirigeant de l'entreprise, écoutez, ça ne sert à rien de lui parler peut-être de vision stratégique, etc. Il y a des mots plus simples qui consistent à s'interroger sur la pérennité de son entreprise. Est-ce que effectivement le verdissement des métiers, des investissements dans l'énergie ne sont pas quelque chose qui vont faciliter la transmission, voire la vente de son entreprise? Et ça dépend aussi de l'organisation des filières. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et qui sont parfois des accélérateurs de la transformation écologique et énergétique, j'ai 2 modèles de filières en tête. Un dont il va être question tout à l'heure avec Constructis, c'est celui de la filière du bâtiment, où depuis 10 ans, effectivement, il y a eu un très fort accélérateur. Il reste encore beaucoup de choses à faire, effectivement, parce qu'effectivement, on est sur un secteur que j'appelle oligopolistique. C'est-à-dire que vous avez des gros acteurs qui structurent le marché, et un marché constitué de tout petits intervenants, d'énormément de TPE, qui sont les entreprises du bâtiment. Ces structurateurs, ce sont finalement les industriels et les distributeurs de matériaux. Et depuis 10 ans, effectivement, ils ont fortement amené des services à leurs propres clients pour que ceux-ci deviennent et obtiennent ce fameux label RGE, qui signifie quoi? C'est que les entreprises ont été formées, plus ou moins complètement, mais au moins une première étage de formation à la rénovation énergétique. Je me disais qu'il y avait peut-être la même possibilité, parce que j'y ai réfléchi il y a quelque temps, avec un autre secteur qui est très oligopolistique, c'est celui des métiers de bouche, qui vous impacte directement, parce que vous avez aussi des organisateurs qui offrent produits et services, et je pense au grand cash and carry, qui structure également le marché. Je ne donnerai pas de nom. Je ne les sens pas encore entrer, quoique, dans cette dimension. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que certains nombres de filières vont être plus faciles à amener vers cette transition parce que vous allez avoir des organisateurs, en fait, sur le plan politique, ce ne sont pas des organisateurs du marché, c'est sur le plan marketing, sur le plan, effectivement, de ce qu'ils pèsent et de ce qu'ils représentent. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter à ce stade, même si vous avez plein de choses à dire, mais on y reviendra. On a un certain nombre de thématiques à aborder. On reviendra notamment aussi sur la mise en visibilité d'un certain nombre de formations. On l'a vu pour les formats codes, on l'a vu pour les métiers. Quelle mise en visibilité de ces parcours de formation? Et on va à présent justement se pencher, après avoir vu les certifications, les métiers, sur les parcours, qu'ils soient certifiants ou pas. Comment verdir les parcours? Et je vais vous proposer de regarder en image une illustration d'une boulangerie, une boulangerie bio qui se situe à Pontarlier dans le Doubs, qui a pu bénéficier d'un accompagnement lui permettant, un parcours adapté, lui permettant de former ses salariés à ses nouveaux enjeux et à sa nouvelle donne. Bonjour, je suis Antoine, donc cofondateur du Pain de l'Ours. Coraline, je suis cofondatrice de la boulangerie Le Pain de l'Ours avec Antoine. C'est une boulangerie qu'on a ouverte en septembre 2023. Nous proposons une gamme de pains à base de levain naturel. Sur l'ensemble de la boutique, nous sommes en 100% bio. Donc le levain naturel, c'est très simple, c'est une technique qui existe depuis 3000 ans. On n'a rien inventé, c'est de l'eau et de la farine,
L'eau va réactiver les levures naturelles qui sont contenues dans le blé et les bactéries endogènes de la boulangerie, et ce qui va en fait créer la fermentation du pain. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus naturel que ça. Nous souhaitions à l'ouverture de la boulangerie que nos employés soient formés à cette technique de fermentation au levain, car c'est une technique qui n'est pas forcément apprise dans tous les CAP, voire pas du tout abordée. Lors de l'ouverture de notre boulangerie, nous souhaitions pouvoir proposer une formation à l'ensemble de nos salariés, mais nous n'avions pas les fonds suffisants. Nous avons donc sollicité l'OPCO pour une prise en charge en cofinancement avec la région pour financer une partie de la formation. Sans cela, en fait, nous n'aurions jamais pu faire cette formation et nous n'aurions pas aussi bien réussi notre lancement. Nos clients découvrent ou retrouvent en fait un pain qui a du goût, qui se conserve bien, qui se digère bien. Et sont vraiment très sensibles aussi à ce que nos équipes soient formées, tant à la production mais aussi à la vente, qui puissent les conseiller et leur expliquer comment a été fait ce pain. Et sans cette formation, en fait, ça n'aurait pas été possible. On remercie l'OPCO pour ce financement qui nous a permis d'aboutir à notre projet et de pouvoir former nos salariés. Donc là, c'est un exemple dans la boulangerie, Karine Brunel. Quand on regarde le panel des formations qui sont financées aujourd'hui, dans le cadre du plan de développement des compétences, dans le cadre des formations interbranches, voire des formations que les CPNE de branche mettent en avant avec des prises en charge adaptées, qu'est-ce qu'on peut constater? Quels types de formations sont financées? Alors en fait, il y a 3 catégories de formations effectivement. Les formations qui concernent directement les branches, les formations individuelles entreprises et les formations que j'appellerais action clé en main transverse. On y reviendra juste après. Je vais commencer par les formations qui concernent plus particulièrement les branches, puisqu'il y a quand même des choses qui existent, même si effectivement elles ne vont pas toutes jusqu'à la certification. Notamment, je pense à la branche de la promotion immobilière avec des actions prioritaires de branche qui existent et qui sont proposées. Il y a 7-8 actions sur des thématiques qui sont spécifiques à la branche. Une nouvelle thématique d'ailleurs a été identifiée qui s'appelle référent transition écologique et énergétique, qui doit effectivement être valorisée dans le cadre qui a été analysée dans le cadre de l'étude diagnostic approfondi qui a été terminée l'année dernière et qui permet en fait à la branche de valoriser un peu mieux ce métier. Comme ça a été dit ce matin aussi, le fait d'avoir un référent sur la transition écologique et énergétique a un effet accélérateur aussi dans la conduite du changement, parce qu'on est bien sur une démarche aussi de conduite du changement au sein des entreprises pour faire bouger un certain nombre de lignes. Ça, c'est le premier point. Deuxième, sur les actions clés en main, on a un exemple pour le secteur de l'imprimerie avec l'action Print Éthique qui permet effectivement d'aller sur une démarche un peu plus RSE qui a été typée pour la branche plus particulièrement. Print Éthique, c'est un label? C'est un label tout à fait qui a été effectivement travaillé par la branche de l'imprimerie et qui propose un certain nombre d'actions qui sont financées sur la conventionnelle de la branche professionnelle. Donc c'est une autre entrée possible. En tout cas, c'est une réponse qui est apportée par la branche, qui n'est pas certifiante, mais en tout cas qui permet à la branche de pouvoir valoriser cette compétence, et un certain nombre d'entreprises y ont été formées. Deuxième typologie d'actions, je parlerai plus des actions individuelles d'entreprise qui sont financées dans le cadre du plan de développement des compétences. Et je pourrais citer d'ailleurs une action qui a été évoquée lors d'un des webinaires, une formation sur les drones par les remontées mécaniques. La branche de la remontée mécanique en fait a mis en place une formation spécifique sur les drones. Donc je parle effectivement de cet exemple parce que je trouvais qu'il était assez intéressant parce qu'il concerne typiquement la transition écologique et énergétique et il permet effectivement, donc c'était sur la région PACA, de pouvoir anticiper en fait en fonction de la régulation l'épaisseur du manteau neigeux, effectivement, de pouvoir avoir une meilleure anticipation de cette épaisseur et de pouvoir mettre de la neige là où il fallait en fonction des besoins de la réalité du temps. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Effectivement, dans le cadre de ces leviers plans de formation, on peut mobiliser des financements complémentaires, ça a été évoqué aussi. On a parlé du FSE+, qui aujourd'hui mobilise 7 millions d'euros, qui permet de valoriser un certain nombre de formations au sein des entreprises quand elles sont engagées dans ces dispositifs-là.
Et puis, donc ça, la troisième catégorie d'actions de formation, nos actions de formation, actions clés en main transversales, qui sont actuellement en cours d'appel d'offres. Donc il y a un certain nombre de thématiques de formation qui ont été identifiées, donc validées par le conseil d'administration de l'OPCO. Donc les éco-gestes, les achats responsables, qui font aussi partie de cette démarche. On a également repris devenir référent transition écologique et énergétique, parce que ça, c'est effectivement un levier intéressant pour activer un certain nombre de changements au sein des TPE. Les fondamentaux de la transition écologique, énergétique et RSE. Maîtriser la facture énergétique, parce qu'on a aussi parlé de la notion de coût, ça a été dit juste avant. Le coût économique, effectivement, a un impact fort et fait réagir les dirigeants sur la nécessité de mettre en place une démarche de transition écologique énergétique. Et puis valoriser son engagement transition écologique et énergétique. Donc là, c'est faire connaître aussi ce qu'on a mis en place au sein de son entreprise comme démarche de transition qui peut être valorisée et identifiée plus facilement auprès des clients. Voilà. Et puis l'éco-conduite, parce que ça fait partie effectivement de la base. On a parlé des éco-gestes, mais l'éco-conduite, c'est un peu la contrepartie de ce sujet sur les questions de mobilité. Oui, donc un certain nombre de choses quand même qui commencent à émerger. Oui, alors, on le voit finalement peu. Ça, ce sera disponible à la fin de l'année 2025. Fin de l'année, le temps d'habiliter les prestataires. Terminer cet appel d'offres. Là, on est en phase d'analyse. L'ensemble des régions, d'ailleurs, de l'OPCO sont aussi mobilisées avec nous au niveau du service département de Sophie Occo sur la partie offre de services. Donc voilà, tout le monde est mobilisé pour faire ce travail, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises, en tout cas activer une première démarche de changement. Ouais, donc quelques formations métiers, parfois des compétences au sein des métiers, parfois des compétences transverses qui peuvent concerner plusieurs branches. Et puis il y a aussi, Catherine Beauvois, le sujet des soft skills. Et je sais que c'est l'un de vos dadas, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a un certain nombre d'acteurs qui disent qu'il y a des compétences transverses qui peuvent être utiles à l'appréhension des enjeux de transition écologique. Alors peut-être lesquels, 2-3 exemples, et comment on peut le travailler. Ouais, merci de parler d'un de mes dadas. Non, vous avez ce matin parlé d'un certain nombre de compétences techniques vraiment vertes qui sont évidemment fondamentales à un certain nombre de métiers pour accompagner la transition écologique. Mais au-delà de ça, effectivement, je suis convaincue, et dans le ROM 4.0, on a structuré tout un domaine de compétences qu'on appelle les compétences socio-comportementales, dont on est absolument convaincu qu'elles sont absolument centrales pour accompagner la transition écologique. Alors, c'est quoi les grandes familles de ces compétences? En fait, c'est les compétences à la capacité à communiquer. Dans la communication au sens large, il y a notamment tous les aspects de négociation et de valorisation qui ont été évoqués ce matin. Il y a toutes les compétences de la capacité à organiser son travail et à s'organiser vis-à-vis des autres, et toutes les compétences de la capacité en fait à développer ces compétences tout au long de la vie. C'est 3 grandes familles de compétences socio-comportementales qu'on a identifiées, nous, dans le ROM 4.0, et dont on est absolument convaincu que c'est des compétences extrêmement centrales. Alors, de façon générale, pour faciliter l'insertion professionnelle de toute personne, parce que quelque part, ces compétences, c'est celles de tout actif invité à travailler dans un collectif de travail. Si vous savez communiquer, vous organiser et apprendre régulièrement, vous vous insérez dans un collectif de travail sans aucune difficulté. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, et c'est d'autant plus facile à dire qu'à faire que malheureusement, c'est en train de changer, mais un peu lentement, ce sont des compétences qui ont très longtemps été négligées. C'est-à-dire que, et on le voit parfaitement dans les fiches emploi qu'on est en train d'écrire pour le ROM, avec les différents partenaires qui nous aident à le faire. Tout le monde va très facilement vers les compétences techniques attendues, mais réfléchir aux compétences socio-comportementales complémentaires qui sont nécessaires à l'exercice du dit métier, c'est vraiment pas naturel. Ça nécessite vraiment de se poser et d'avoir une réflexion complémentaire. Donc, c'est des compétences dont on sent que, à la fois, il faut vraiment y aller, mais effectivement, pour l'instant, on n'est pas encore complètement équipé. Nous, on essaye d'être vigilants dans les fiches du ROM, mais les administratrices du ROM que j'interrogeais il y a quelques jours, justement, sur cette question, en préparant le propos, me disaient qu'elles n'arrivaient pas encore systématiquement à être dans cette vigilance parce qu'on manque de matière et on manque de maturité, en fait, collective sur la question, pour vraiment l'accrocher à la description d'un emploi.
Mais pour autant, nous, c'est quelque chose auquel on croit suffisamment pour ne pas lâcher l'affaire. Et on aimerait d'ailleurs énormément pouvoir travailler ces questions, notamment dans le cadre de programmes de développement de compétences financés dans le cadre de POE, parce qu'on est profondément convaincu que travailler ces compétences au moment de l'insertion professionnelle, bien sûr, il y a certainement quelques compétences techniques à conforter, à renforcer pour la prise de poste, mais sécuriser en parallèle les compétences socio-comportementales paraît être une bonne opportunité. Ouais, donc c'est un pas vers le verdissement de l'achat de formation. Amélie Dumas, justement, dans le cadre de votre feuille de route 2025-2028, votre programme régional de formation. Tout à fait. De quelle manière, justement, pouvez-vous intégrer de nouveaux attendus liés à la transition écologique? Quels indicateurs demandez-vous aux organismes de formation qui répondent aux demandes du Conseil régional? Oui, alors je vais essayer de rien oublier. Mais voilà, dans la continuité de ce que disait Catherine à l'instant, on a eu une réflexion qui était celle de se dire qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas une capacité des individus, alors pour nous les stagiaires, demandeurs d'emploi, s'ils n'acquièrent pas lors de leur formation une capacité à s'adapter aux changements qu'ils vont subir. Voilà, qu'ils vont vivre. Donc ça, c'est une première chose. C'est un facteur, les soft skills dont vous parliez à l'instant, que nous avons systématiquement intégré à nos commandes, ligne à ligne. Les 700 lignes, on est une petite région, mais on a 700 lignes d'achat pour nos 26 000 places, c'est vrai que je voulais vous le dire. Et nous avons, de la même façon, pensé que les transitions numériques étaient un facteur. Alors, en général, c'est vrai que quelquefois, c'est un facteur unique, séparé, mais pour nous, c'était un attendu qui contribuait aussi à la transition écologique. Donc ça faisait déjà 2 attendus qu'on formulait ligne à ligne. Et la troisième, c'était effectivement des spécificités relatives au verdissement de la formation. Donc ces trois cases qui étaient présentes dans notre appel d'offres, ligne à ligne, sont venues se répondre les unes aux autres. Quand même un mot sur les soft skills. Finalement, ce qu'on a formulé, on ne pouvait pas aller trop au loin. Chaque organisme de formation est tout de même responsable de l'offre de la candidature qu'ils vont déposer. C'est quand même à eux d'innover aussi. Finalement, ce qu'on leur a demandé, et là, pour le coup, on ne s'est pas cassé la tête à formuler des choses métier par métier. C'était la même formulation pour toutes les lignes. On a demandé à ce qu'ils puissent donc développer des compétences douces qui vont venir soutenir les compétences techniques, premier point. Deuxièmement, on a demandé à ce qu'ils intègrent ces éléments. Donc, on est bien d'accord que les compétences douces, ce sont des choses qui s'acquièrent. Donc, on développe une formation pour ce faire et que ce soit intégré donc, dans leurs propositions, dans leurs propositions pédagogiques, dans leurs différents modules, qu'ils nous disent dans quelle situation significative, on parle de ça souvent dans le milieu de l'agriculture, dans quelle situation significative vous allez mettre les personnes pour apprendre à savoir mieux collaborer, à développer leur empathie client, etc. Et ensuite, on leur a demandé, dernière chose, de pouvoir développer ces compétences-là dans plusieurs situations. Une situation de calme, une situation de conflit, puisque la transition nous amène aussi à gérer des urgences, des crises. Donc, ces 2 situations, calme, conflit. Et puis, de la même façon, en bilatéral et en groupe, ce qui n'amène pas du tout le même moteur. Voilà. Dernière question courte. Vous avez la spécificité en Centre-Val de Loire d'avoir depuis quelques années monté un programme d'accompagnement des organismes de formation aux transitions, dont la transition écologique. Gros programme avec jusqu'à 50 jours d'accompagnement des OF en tant qu'entreprise. J'aimerais qu'on insiste sur un point en particulier, parce qu'il y a les OF en tant qu'entreprise, la gestion des déchets, des déplacements, etc. Puis il y a les OF sur l'ingénierie de formation. Quelles sont les pistes? Le programme est en cours d'évaluation, sera évalué d'ici à quelques mois. Quelles sont les pistes qui ont pu ressortir pour verdir cette ingénierie de formation? Oui, alors il est en cours d'évaluation, mais surtout la phase passée qui a été évaluée. Là, on est depuis octobre dernier jusqu'à octobre là sur la phase action sur les transitions éco. Donc on a déjà 260 personnes qui ont été formées, on a 13 actions.
qu'on a définis, mais on a pu les définir parce qu'effectivement, on a fait un arrêt sur image l'année dernière en disant on a lourdement, comme vous l'avez indiqué, accompagné les OF à réfléchir, reprendre leur stratégie, et travailler sur leur développement, leur sécurisation par rapport au marché public, etc., se diversifier. Ça, c'est fait. Mais en fait, c'était nécessaire pour pouvoir passer à l'autre étape, qui était l'étape des transitions écologiques. On n'arrivait pas à le faire. Ça avait été abordé, mais de manière minime. On était à 5% du temps consacré à ça seulement. Donc là, on est passé l'année dernière à une enquête un peu étape, où en êtes-vous par rapport à ce sujet-là. Et finalement, on a pu monter donc, ce programme d'action qui est en cours et qu'on leur propose donc à la fois des actions collectives, comment faire mon bilan carbone, comment éco-construire ma formation. Donc là, c'est en cours. On a plusieurs actions jusqu'au mois d'octobre qui puissent s'auto-évaluer. Et puis derrière, il y avait une grosse question sur la gouvernance qui était apparue dans cette enquête état des lieux qu'on avait faite. Et donc là, on les accompagne à nouveau sur on n'est plus du tout sur des 50 jours d'accompagnement. On passe à quelque chose de beaucoup plus rapide. 4-5 jours, mais comment je mets en place ma stratégie, comment je pilote ça. Voilà. Et puis de juste vous donner un exemple, par exemple, donc je vous ai dit comment je construis ma stratégie bas carbone, donc comment je mesure la valeur, le carbone, le bilan carbone de chaque formation que je crée. Donc ça, ce sont des formations de 7 heures qui sont mises en place. Il y en a une là, dont je voulais vous parler aussi. On leur permet d'avoir une visibilité, c'est assez court, sur l'ensemble des labels existants, pour qu'ils puissent aussi d'eux-mêmes, de manière volontaire, choisir. Alors il y a des labels qui sont spécifiques au secteur de la formation, d'autres pas du tout, d'autres qui sont orientés. Donc je choisis et en fait on se retrouve finalement en ayant proposé de faire un bilan sur la RSE, puisqu'on est parti sur le sujet de la RSE. On réussit à entrer sur le sujet de la transition éco. On a fait un petit biais et ça marche. Et là, en fait, on a les demandes. Là, on en a eu 13 depuis le début de l'année qui se sont positionnés comme volontaires. Pour nous, c'était un succès parce qu'on avait vraiment du mal depuis 2021 à les faire rentrer sur ce sujet-là. Ouais, merci beaucoup. Karine Brunel, côté OPCO-EP, vous menez une enquête qui s'appelle l'enquête 1000 CFA, qui permet de mesurer les attentes, les besoins d'accompagnement, les actions menées en lien avec la transition écologique, notamment. Il y a des questions là-dessus. L'enquête 2024 a donné quoi ? Alors, en fait, elle a déjà identifié le fait que 66% des CFA mobilisaient un référent transition écologique et énergétique. Donc, comme quoi, on est toujours sur la notion d'effet levier avec ce rôle clé du référent transition écologique, puisque 66%, c'est déjà un bon chiffre. Également sur la sensibilisation des collaborateurs en matière de formation portée par les CFA, 86% de formateurs ont été formés, sensibilisés à la transition écologique, 84% pour les ingénieurs pédagogues et responsables formation 86%. Donc on est quasiment sur des chiffres qui sont relativement bien positionnés. Et 78% des CFA en 2024 formaient les apprentis aux éco-gestes. Donc ça, effectivement, c'est sur l'enquête 2024. Ouais. Alors, et celle de 2025, vous l'avez fait un peu évoluer avec des questionnements un peu nouveaux, 2-3 illustrations de ces nouveaux questionnements. Alors, ce nouveau questionnement, en fait, il met en parallèle ce qu'on a mis en place dans le cadre du réflexe transition écologique énergétique. En fait, on a remobilisé les mêmes typologies de questions et investigué ce qui allait se passer effectivement au niveau des CFA en matière de mise en place de ces actions. Donc on a effectivement dans les réponses qui nous ont été données, sachant que l'enquête est en cours et n'est pas terminée, donc on ne peut pas vous donner véritablement d'éléments statistiques, simplement dire qu'on a 577 répondants sur les 1000 qui sont interrogés, donc ça permet quand même déjà de donner des tendances assez intéressantes sur notamment l'importance de la formation pour les dirigeants et les salariés de ces CFA qui sont véritablement moteurs, et un maximum d'entre eux se sont bien inscrits dans cette démarche. Ces formations, elles engagent une réflexion sur les enjeux, les risques et les impacts de la transition écologique, ce qui permet véritablement d'aller un peu plus loin que la phase de sensibilisation qui était évoquée juste avant. Devenir également référent en transition écologique fait partie des actions toujours importantes qui sont portées par les CFA. Ensuite, la gestion des locaux et des déchets.
évidemment, puisque là, pour le coup, il faut que les locaux correspondent aux normes environnementales. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des indicateurs aussi mobilisés notamment sur les investissements qui sont portés, enfin investissement CFA, qui est une démarche qui est portée par l'OPCO EP, qui fait partie donc des critères importants dans l'appel à projet qui est porté par l'OPCO EP et qui permettent d'identifier les CFA qui pourront effectivement bénéficier d'un accompagnement sur l'investissement qu'il met en œuvre par ailleurs. L'achat responsable également, qui fait partie des thématiques importantes, et mobilité douce ou voire électrique, donc font partie des actions qui sont mises en place. Donc on retrouve effectivement dans les thématiques les mêmes typologies de questions qui sont posées aux entreprises, qui nous permettra par la suite de voir un petit peu l'évolution aussi entre ces deux catégories d'acteurs qui sont finalement complémentaires. Oui, puisque l'empreinte carbone principale des OF, ce sont les déplacements. Dominique Vigneault, au sein des acteurs de la compétence, quelles sont les réflexions, les axes de travail pour faire évoluer notamment l'ingénierie de parcours, pour faire évoluer aussi verdir les compétences dans les référentiels ou verdir les compétences dans les parcours proposés? Alors, dans l'EDEC de notre branche, donc qui est celui d'Acto, on a prévu et retenu la formation des formateurs, effectivement, parce que dans certains secteurs d'activité, ça peut être un maillon manquant, effectivement. Après, nous, on fonctionne aussi, je dirais, sous une pression réglementaire et politique. On sait très bien qu'on va nous demander d'accélérer les formations sur 2 thématiques qui vont être la RSE et l'IA. On le sent arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, on a démarré au sein de la commission RSE, c'est peut-être pas totalement la réponse à votre question, mais c'est aussi accélérer la visibilité, parce que je crois que c'est la première problématique. Après, on reviendra effectivement sur ce qui peut être ces notions de transformation. On a commencé un travail d'identification et de référencement des organismes de formation qui ont des formations à la RSE. Parce qu'effectivement, nous, on est parti d'abord de la RSE. Pourquoi ? Parce que nos financeurs nous demandaient déjà de sortir des indicateurs RSE pour qu'on puisse répondre à leur marché. Et on a vu assez facilement que des entreprises qui faisaient leur bilan carbone se disaient « Ah ben oui, mais c'est bien, j'ai monté des formations, transition énergétique, RSE, etc. » Donc j'ai souhaité lancer effectivement un référencement de ces formations, des organismes de formation qui travaillent là-dessus. On est vraiment au tout démarrage. Les quelques chiffres que je vais vous sortir vont un peu dans le sens qui a été dit ce matin. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a 37% qui ont intégré partiellement la thématique RSE dans leur offre de formation, 29% qui sont en réflexion et 6% qui l'ont totalement intégré. C'est-à-dire qu'ils l'ont totalement intégré dans leur offre. Mais ça veut dire qu'on a quand même un tiers des organismes de formation qui ne se sentent pas mobilisés sur une offre de formation transition énergétique RSE. Il faut savoir aussi par exemple, un organisme de langue, et les organismes de langue, c'est un très très gros pourcentage des organismes de formation. Qu'est-ce qui les motive à effectivement créer des formations orientées transition énergétique ou RSE? Pour certains champs de formation, il va falloir trouver des activateurs, des façons de les faire avancer. On réfléchit également à créer une offre de formation sur étagère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des OF ont mis à point des formations, je vais rester sur la transition énergétique puisque c'est le thème de la journée, qu'on puisse les mettre à la disposition des autres organismes de formation. Reste à voir effectivement les modalités de financement, etc., etc. Et toujours pour cette visibilité, on crée les trophées de la RSE dans lesquels on aura un segment formation à impact. Donc ce qui me permettra effectivement de mettre ça en visibilité. Et mettre ça en visibilité, c'est déjà un premier accélérateur, effectivement. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Mais en grande partie. Peut-être qu'on peut demander à notre auditoire si vous avez une contribution à apporter, des questions, des rebonds par rapport aux échanges de cette table ronde qui était riche. Il y a effectivement plein de dimensions à aborder. Et encore, on n'a vraiment pas tout abordé, mais on ne peut pas tout aborder en un peu plus d'une heure. Donc, est-ce que qui souhaite peut-être rebondir, réagir, commenter contribuer. Alors peut-être un dernier élément à vous donner, je dis ça sous le contrôle de Rachel Bécuve, à la DGEFP, il y a la parution prochaine, probablement fin mai, début juin, d'un vadémécum à destination des certificateurs pour les aider à mieux intégrer les
compétences liées à la transition écologique dans les référentiels. C'est des travaux qui ont été animés par le Commissariat général au développement durable, avec finalement un document qui n'aura pas une visée contraignante, mais outil méthodologique, guide, qui pourrait aider les certificateurs et plus largement la communauté des acteurs de la formation à verdir les compétences, et on peut penser que ça peut avoir un effet accélérateur. Voilà, merci beaucoup à toutes les 6 pour ces éléments et pour vos éclairages respectifs. Merci.